nous accueillons Laurent Cordonnier. Bonjour à vous. Bonsoir. Laurent Cordonnier est docteur en sciences sociales à l'Université de Lausanne, directeur de recherche à la Fondation Descartes de Paris. Et on lui a demandé donc d'intervenir sur le rapport de la commission Bronner sur la désinformation et de nous faire le lien avec l'hésitation vaccinale, le mouvement anti-vax. Merci beaucoup à vous, Monsieur Cordonnier, vous avez la parole. Merci à vous pour votre invitation. J'espère qu'on m'entend bien et je vais partager mon écran. Oui, en effet, je suis heureux d'intervenir dans votre séminaire. La demande qui m'a été faite a été de vous présenter assez brièvement le rapport de la commission Bronner à laquelle j'ai participé, hein. J'étais membre de cette commission et de faire le lien en effet avec les questions de vaccination. Donc je vais le faire un peu en deux temps. J'ai une première partie qui porte sur la commission elle-même. Je vous fais un petit résumé, un survol de la commission. Il est évidemment, enfin du rapport de la commission, il est évidemment impossible de résumer les 120 pages de façon détaillée ici, ni les 30 recommandations que nous avons faites au président de la République à partir de nos travaux. Je vais peut-être juste et donc la seconde partie de mon exposé qui sera bref portera plus spécifiquement sur l'hésitation vaccinale en France. Qu'est-ce qu'on sait, quelles sont les grandes connaissances qu'on a à ce sujet-là. C'est un sujet très étudié depuis longtemps par les sociologues et par des psychologues aussi d'ailleurs. Et voir aussi en particulier, je donnerai un peu cette focale sur l'implication d'Internet, des réseaux sociaux sur l'hésitation vaccinale aujourd'hui en France. Donc, pour commencer, le président nous a demandé, quand il nous a confié cette mission, d'établir de manière synthétique l'état des connaissances sur les désordres informationnels à l'ère numérique et sur les perturbations de la vie démocratique qu'ils engendrent, et deuxièmement, de proposer des recommandations pour y faire face. Alors, je vous le dis tout de suite, la mission qui nous a été confiée par le président était une mission impossible parce que nous avions 2 mois pour faire un état des lieux de la littérature scientifique sur la question. Littérature qui est absolument pléthorique, hein. Il existe même des revues spécialisées sur ces questions-là. Évidemment, c'est des sujets sur lesquels un certain nombre d'entre nous travaillions depuis longtemps, donc on avait un peu enfin, on connaissait le sujet. Mais encore fallait-il faire un état de l'art le plus fidèle possible à la connaissance contemporaine. Et on a essayé de faire ça du mieux qu'on pouvait dans le délai qui nous était imparti. Alors, je vais pas m'étendre plus longtemps sur l'objectif, hein, de cette commission, mais l'idée était très clairement d'essayer de comprendre ce que l'on appelle aujourd'hui cette vague de désinformation à laquelle nous serions exposés et que nous avons tous touché du doigt d'ailleurs pendant la crise Covid, en particulier sur les questions de vaccination avec toute la désinformation qui a pu circuler à ce sujet-là. Alors, le premier chapitre, je vous le fais chapitre par chapitre, c'est un peu scolaire, mais ces chapitres, on les a pensés pour qu'ils s'articulent entre eux, donc c'est une bonne façon de travailler à mon avis. Le premier chapitre, je vais m'y attendre un peu plus parce que c'est probablement là où se trouvent les informations les plus utiles pour nous, en tout cas certaines des informations dans le cadre qui nous intéresse ici. Donc ce premier chapitre était dédié aux mécanismes psychosociaux de la désinformation. Et le premier enseignement qu'on tire de la littérature sur les fake news ou la désinformation sur Internet, c'est que l'exposition à de la désinformation est plutôt faible sur Internet. Pour le dire autrement, quand on lit la presse, on a l'impression que la désinformation est majoritaire sur Internet et sur les réseaux sociaux. On a l'impression que dès lors qu'on se rend sur le net, c'est pour être exposé à toutes sortes de fake news, de théories du complot, etc. Mais ce que montrent les études internationales, et y compris pour ce qui concerne la France, une étude que j'ai conduite avec mon collègue Aurélien Brest en 2021, donc sur des données récentes, montre que les Français s'informent, et en général, les endroits où ces études ont été faites, s'informent avant tout sur Internet, sur des sources qui sont tout à fait fiables, et très, très majoritairement sur des sources fiables, c'est-à-dire des sources de grands médias mainstream, classiques, qui peuvent aussi comporter des erreurs ou parfois des axes très partisans dans certaines situations, mais en attendant, les informations elles-mêmes sont généralement fiables, très majoritairement fiables. La proportion de temps passé sur des sources qu'on peut qualifier de désinformation, hein, des sources connues pour diffuser des théories du complot, etc., est extrêmement faible au sein de la population.
Donc ça, c'est la première chose, remettre un peu l'église au milieu du village. Quand on s'informe sur Internet, en France, on s'informe avant tout sur des sources fiables. Pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est un peu plus difficile à estimer. C'est très difficile de mesurer ce à quoi sont confrontés les utilisateurs des réseaux sociaux sur leur page personnelle, parce que précisément, il s'agit de pages personnelles. Et que pour des différentes raisons techniques, mais aussi de privacy, on n'a pas accès aux pages auxquelles sont exposés exactement les internautes sur leur mur personnel. Par contre, ce que l'on sait, et c'est l'étude que j'ai mis ici en référence de 2021, c'est que dans cette étude-là, on suivait des sources Internet, et si quelqu'un cliquait depuis son réseau social sur une source d'information non fiable, il allait s'y retrouver. Donc, on aurait mesuré le passage des participants à cette étude sur des sources de désinformation. Or, malgré tout, on constate que le temps passé par les internautes en France demeure très faible. Donc, tout ça pour dire que Internet, c'est pas forcément uniquement de la désinformation, très loin de là, c'est avant tout de l'information fiable. Par information, je parle ici évidemment d'information sur l'actualité, hein, voilà. Par ailleurs, le deuxième enseignement qu'on tire de la littérature internationale, c'est que les individus sont généralement capables de distinguer le vrai du faux sur Internet. Quand on présente en laboratoire à des sujets des informations, des fake news mélangées à des informations fausses, la plupart du temps, la majorité des personnes qui participent à ces études sont tout à fait capables de dire cette information, elle est fausse, j'y crois pas, elle me paraît vraiment suspecte, etc., etc. Le taux de réussite dans ce genre de tâches est très élevé. Euh, Ça ne veut pas dire, évidemment, pour autant, parce que là, pour l'instant, j'essaye on va dire, de dresser un tableau plutôt positif. Ça ne veut pas dire que la désinformation ne pose pas de problème. Très loin de là. La désinformation, même si elle est relativement faible et même si les individus sont plutôt bons pour la détecter, cause des problèmes graves, hein. Il ne faut pas imaginer qu'il y a une relation de symétrie entre la taille d'une cause et d'un effet. C'est un biais cognitif que de penser ça. De petits effets peuvent avoir de très, très grandes causes. On va y revenir. Mais pour concentrer maintenant sur le fait que les individus sont généralement capables de distinguer le vrai du faux sur Internet, cette affirmation est vraie, mais l'on sait aussi que certains facteurs réduisent cette capacité de distinguer le bon grain de livret, si vous le voulez. Et en fait, là-dessus, il existe un très grand nombre d'études, à tel point qu'on trouve actuellement des revues de la littérature très complètes et des méta-analyses qui permettent d'identifier très finement quels sont les facteurs cognitifs qui sont connus pour réduire notre capacité à détecter le vrai du faux sur Internet. Alors là, le petit schéma que je vous l'ai mis est postérieur à la remise du rapport de notre commission, puisque c'est une revue de la littérature qui a été publiée en 2022. Malheureusement, juste après, elle nous aurait bien aidé pour la constitution de notre rapport, mais bon, on y retrouve exactement les mêmes données que celles qui figurent dans notre rapport. Je vais juste attirer votre attention sur un facteur qui réduit la capacité à distinguer le vrai du faux sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle la lazy thinking, donc, ou la pensée paresseuse ou intuitive. Pour aller très très vite, dès lors que on se trouve dans un état qu'on n'est pas dans un état de vigilance cognitive ou épistémique, de vigilance intellectuelle, si vous voulez, on a plus facilement tendance à prendre du faux pour du vrai. Ça paraît un truisme, évidemment, mais c'est très très important pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux en particulier. Quand vous êtes sur un réseau social, vous êtes sur un espace de divertissement avant tout. Vous êtes pas, vous allez essentiellement voir des vidéos de chatons et des photos de votre grand-mère, etc. sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas là pour apprendre quelque chose en particulier pour des réseaux sociaux comme Facebook. Donc, vous n'êtes pas dans une optique de vigilance épistémique, vous n'êtes pas en situation de travail ou quoi que ce soit. Et donc, cette relative faible attention, si vous voulez, permet à des fausses nouvelles de s'insinuer dans votre esprit plus facilement que si vous étiez en situation d'attention en réalité. Et ça a des conséquences pour la suite, et je vous en reparlerai en particulier sur la question vaccinale. Euh, Par ailleurs, un autre point que j'aimerais souligner, c'est que le manque de connaissances préalables sur un sujet donné rend évidemment perméable aux fausses informations à ce sujet. Un exemple que je peux donner à ce sujet-là, c'est des études qui ont été faites pendant le Covid qui montrent que les personnes qui ont de faibles connaissances en biologie de manière générale
sont davantage susceptibles de prendre pour vrai des informations fausses, des fake news qui ont circulé sur le vaccin, sur le Covid, etc. Là encore, c'est pas vraiment une surprise, mais c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. C'est que pour pouvoir se prémunir de la viralité ou du moins de l'efficacité d'une fausse information, il faut posséder des connaissances préalables de qualité. Oups. Ouais, pardon. Voilà. Euh, alors, je voulais indiquer hein, les fausses informations ou l'exposition à des fausses informations est plutôt faible sur Internet et les réseaux sociaux. Pourtant, cette désinformation a potentiellement des effets très importants. On sait par exemple que l'exposition à un très faible nombre de fausses informations sur le vaccin contre le Covid-19 peut faire changer l'attitude vaccinale des individus qui sont confrontés à ces fausses informations. Ça, c'est une étude de 2021 qui l'a montré par exemple, hein, c'est juste un exemple que je vous donne. On peut avoir toutes sortes d'autres exemples des effets négatifs que la désinformation peut avoir sur la société et sur les individus. Je vais juste vous en donner un autre, toujours lié au Covid. On sait, si on fait le compte en France de ce qui a pu circuler comme information sur les réseaux sociaux au sujet du Covid, du vaccin sur le Covid, du virus lui-même, etc., l'information fiable est très largement majoritaire. On a été bombardé d'infos de plutôt bonne qualité, parfois très vulgarisées, etc. Mais en attendant, en tout cas, pas de fausses nouvelles sur le vaccin et sur le virus. Pourtant, on s'est retrouvé avec une partie de la population qui a pu, dans certains cas, s'en prendre à des personnels de santé, s'en prendre à des centres de vaccination, détruire certains centres de vaccination, etc., etc. Donc on voit que même un faible pourcentage de fausses informations peut tout à fait convaincre une partie de la population et l'amener à commettre même des actions violentes à l'égard d'autres individus. Et si on s'intéresse aux théories du complot en particulier, les théories du complot, c'est un type de fausses informations. Hein, c'est pas, toutes les fake news ne sont pas des théories du complot, mais les théories du complot sont toujours des fake news, si vous voulez. On sait depuis longtemps, et depuis bien avant le Covid d'ailleurs, que l'exposition à des théories du complot diminue l'intention de se faire vacciner ou de faire vacciner ses enfants. Évidemment, quand ces théories du complot portent d'une manière ou d'une autre sur Big Pharma, les vaccins, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est très utile et très étudié depuis assez longtemps. Et donc, c'est un effet potentiellement très négatif de ces théories du complot qui sont en circulation sur les réseaux sociaux. Évidemment, les effets négatifs ne se limitent pas à cet effet-là, mais je vous l'ai mis en avant pour le sujet qui nous intéresse. On sait que l'exposition à des théories du complot, je vous dis que l'exposition, parce que c'est des études qui sont faites en laboratoire, quand on présente à des individus des théories du complot, on observe les effets suivants. Donc, ça réduit l'intention d'adopter des comportements en faveur de la cause climatique, par exemple. Ça favorise la défiance à l'égard des autorités et des institutions. Ça décourage la participation à la vie démocratique par le vote. Ça alimente les préjugés négatifs, voire les attitudes hostiles à l'égard de certaines catégories de la population. Et on a aussi des données assez solides qui montrent que l'exposition à des théories du complot participe à à la radicalisation des esprits au sein de groupes extrémistes, par exemple au sein de groupes djihadistes ou d'extrême droite. Tout ça est bien étudié. Euh, on sait aussi qu'il existe un lien entre le fait d'adhérer à des théories du complot sur la Covid-19 et le fait de manifester l'intention de commettre des actes violents. Donc ça, c'est des études qui sont plus récentes. Donc tout ça pour vous dire que le phénomène de désinformation a beau être peut-être moins massif qu'on ne le pense, les conséquences qu'il peut avoir sont, elles, tout à fait inquiétantes. Le deuxième chapitre du rapport portait sur la logique algorithmique. En réalité, quand on discute avec certaines personnes d'Internet et des informations sur Internet, on entend parfois le discours suivant qui consiste à dire, au moins sur Internet, je peux choisir comment je m'informe et je ne suis pas tributaire d'une ligne éditoriale des médias. Ligne éditoriale qui est forcément biaisée, partisane, etc., etc. En quelque sorte, on a l'impression que l'information est complètement libre et que nous-mêmes sommes libres de nous déplacer dans le monde numérique et d'y trouver des informations de bonne qualité, etc., etc. Le problème de cette vision-là, elle est très loin de la réalité. Ce que l'on oublie, c'est que les réseaux sociaux, les moteurs de recherche éditorialisent eux aussi l'information, mais ne l'éditorialisent pas comme le font les médias traditionnels d'une façon relativement transparente, c'est-à-dire selon une ligne éditoriale qui est
plus ou moins explicité, mais qui est connu de tous. Vous savez, par exemple, que si vous lisez Le Monde, vous aurez des informations avec un angle centre-gauche, et que si vous lisez Le Figaro, vous aurez ces mêmes informations avec un angle éditorial plutôt de droite, et que certaines informations paraîtront plus importantes à mettre en avant pour la salle de rédaction du Monde que pour Le Figaro, et inversement. En quelque sorte, il y a une sorte de contrat. On sait que la presse en France, contrairement à l'audiovisuel, puisque l'audiovisuel n'a pas le droit de l'être, c'est le CSA qui y veille, même si elle l'est parfois, la presse en France est une presse d'opinion, on le sait, et donc on lit un journal, que ce soit d'ailleurs sur Internet ou en papier, mais on le lit en sachant quelle est la ligne éditoriale. Ce qui se passe sur Internet, c'est que les algorithmes éditorialisent l'information de façon invisible pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'elles vont mettre en avant de l'information selon sa capacité à capter l'attention. Et donc, les informations qui sont mises en avant, qui sont particulièrement viralisées par les algorithmes, n'est pas sélectionnées en fonction de son intérêt, en fonction de sa qualité, mais simplement en fonction de sa capacité à faire rester les utilisateurs de ces réseaux sociaux, notamment sur le réseau social en question. Évidemment, ça a une conséquence, c'est que ce qui capte l'attention, on le sait aussi, ce sont des informations qui ont tendance à avoir certaines caractéristiques plutôt négatives en termes émotionnels. Ce sont des informations qui suscitent la colère, l'indignation ou la peur. Et donc, ça augmente le risque, par exemple, de renforcer la polarisation au sein du pays, on sera exposé à des informations sur le fait que les gens du camp adverse, de notre camp politique, enfin du camp politique adverse notamment, pensent des choses très bêtes, disent des choses très bêtes, etc., etc. Donc, l'éditorialisation algorithmique a des conséquences sur le type d'information auquel on est exposé, et ces conséquences, enfin, cette éditorialisation est invisible pour l'utilisateur. Ensuite, on avait un chapitre consacré à l'économie des infox. Ce qu'il ne faut pas oublier, et ce qu'on a tendance à faire assez souvent, c'est que la désinformation, ça rapporte beaucoup. En tout cas, ça peut rapporter beaucoup à ceux qui la font circuler, à ceux qui la produisent. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème parce qu'il y a, si vous voulez, une prime à désinformer, puisque ça peut rapporter beaucoup d'argent. Simplement, notamment, imaginons le cas de chaînes YouTube complotistes, etc., ou qui partagent de la désinformation extrémiste. Le fait si ces chaînes ont un peu de visibilité, ce qu'elles arrivent en général à faire, parce qu'elles arrivent à toucher un public de niche assez fidèle, qui peut représenter des volumes importants pour certaines de ces chaînes YouTube, ces chaînes arrivent à faire monétiser les vues en réalité qu'elles font, parce qu'il y a des publicités sur YouTube. Et donc, ça peut être des sources de revenus et de financement de groupes extrémistes. Ce qu'on montre dans ce chapitre, mais je ne vais pas m'y tendre parce que là, ça nous éloigne un peu de notre sujet, c'est que en France et ailleurs d'ailleurs aussi, les grandes entreprises qui font de la publicité sur Internet participent aussi au financement de la désinformation en se cachant derrière le fait qu'elles ne savent pas très bien où se retrouve leur publicité parce qu'elles payent des agences pour mettre leur publicité sur Internet. C'est ce qu'on appelle la publicité programmatique. Et nous, on fait une proposition là-dessus en disant qu'il faudrait responsabiliser les entreprises qui font de la publicité sur Internet en les obligeant en réalité à auditer assez régulièrement sur quel type de support se retrouve leur pub, pour pas qu'elles puissent dire, lorsqu'on trouve une pub, je ne sais pas, Renault ou EDF sur un site d'extrême droite néo-nazi, ah ben nous, on ne savait pas que ça se trouvait là. Voilà. Donc, on propose simplement que les marques soient obligées de savoir où se trouve leur publicité. Ensuite, elles assument que leur publicité se trouve ou non sur ces sites, ça les regarde. Ensuite, évidemment, et ça c'est malheureusement tout à fait d'actualité, une source importante de désinformation en France et dans les démocraties libérales est le fruit d'ingérences numériques étrangères, d'attaques faites par des pays hostiles aux démocraties libérales, donc en tête desquelles on retrouve évidemment la Russie et la Chine, qui attaquent depuis des années de façon très systématique la France notamment, via des campagnes de désinformation massive. Ce qui est très intéressant dans cette stratégie d'ingérence numérique étrangère, c'est que ces pays attaquent la France non pas sur des sujets particuliers, mais sur n'importe quel sujet qui est susceptible de créer une polarisation au sein du pays. On a même des exemples de campagnes de désinformation qui étaient pilotées par le Kremlin, qui soutenaient les deux camps, si vous voulez, un camp pour le sujet et un camp opposé à ce sujet. Tout ce qui importe au Kremlin, c'est de susciter la dissension dans le pays.
La Russie passait notamment aussi pour se faire par une chaîne télévisée, puisqu'elle avait RT France, hein, Russia Today France, qui a été récemment interdite d'émettre en Europe. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant, enfin, qui est devenu très évident pour nous tous avec avec la guerre en Ukraine qui a repris, et donc qui nous rappelle que la désinformation, c'est une arme de guerre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de guerre hybride pour signaler tous ces cas où la guerre se fait sur le terrain, donc par exemple en Ukraine, mais aussi dans le Sahel, où les troupes de Wagner sont présentes et les troupes françaises partent du coup, sur Internet. Donc la lutte armée et la lutte numérique sont présentes, sont coprésentes et varient en intensité l'une par rapport à l'autre en fonction du contexte. On se pose évidemment la question toujours du droit quand il est question de désinformation. Faut-il interdire la désinformation ou les fausses nouvelles? Alors il faut être très très prudent sur cette question parce que une des valeurs centrales et nécessaires à une démocratie, c'est évidemment la liberté d'expression. Et en démocratie, il est légal de faire circuler des informations fausses. Et encore heureux, parce qu'autrement, on serait tous condamnables. Je suis sûr qu'on a tous, par erreur ou pour rigoler ou quoi que ce soit, fait circuler des informations fausses un jour sur un réseau social en se trompant sur une date ou quelque chose. On a le droit de le faire. Par contre, dès la loi de 1880 sur la liberté de la presse, qui porte mal son nom parce qu'elle ne porte pas sur la liberté de la presse, mais elle porte sur la liberté d'expression publique, en France, dès 1881, il y a l'interdiction de faire circuler des informations fausses que l'on sait fausses et qui sont susceptibles de troubler la paix publique. C'est-à-dire, très concrètement, que si vous faites passer publiquement des informations qui peuvent avoir des conséquences graves sur le fonctionnement de votre pays, vous êtes susceptible d'être poursuivi et d'être sanctionné pour cela. Et ça, c'est pas une nouveauté. Cette loi existe depuis 1881 et elle est adaptée à la situation actuelle, ce qui est assez remarquable. Cette loi et toute la jurisprudence qui l'accompagne, parce qu'évidemment, ça veut dire quoi? Troubler la paix publique, comment on établit que la fausse information est faite est communiquée publiquement de manière consciente, etc., etc. Donc, toute une jurisprudence encadre cela. La question, c'est de savoir pourquoi, dans certains cas, notamment au sujet des fausses informations qui ont pu circuler sur le vaccin lors de la crise Covid, pourquoi, dans certains cas, cette loi n'est pas actionnée pour sanctionner des désinformateurs massifs, parce qu'il existe des super désinformateurs qui sont responsables de la très grande majorité de la désinformation qui circule dans notre pays sur des sujets donnés. Je ne vais pas donner de nom ici, mais probablement que si vous êtes un peu intéressé aux questions vaccinales durant le Covid, vous voyez le genre de personnage dont il s'agit et qui, sciemment, parce que certains d'entre eux sont médecins, etc., sciemment font circuler des informations fausses et qu'elles troublent la paix publique, puisqu'elles sont susceptibles de nuire à la couverture vaccinale du pays et donc de créer ou de causer des morts ou des cas graves de Covid. Ça, c'est une autre question. Pourquoi cette loi n'est pas appliquée? Il y a de bonnes raisons à ça, de moins bonnes raisons aussi, donc on ne va pas s'étendre. Mais tout ça pour vous dire que il ne sert à rien d'empiler des lois nouvelles qui sont toutes susceptibles d'être appliquées ou non, mais surtout de menacer dans une certaine mesure la liberté d'expression. Donc la loi de 81 est équilibrée, a fait la preuve sur le très long terme de son efficacité et de son équilibre. Encore faudrait-il l'appliquer au monde numérique. Et finalement, le dernier chapitre portait sur l'esprit critique et l'éducation aux médias. Je voulais indiquer de façon très, très brève au début le manque de vigilance épistémique, le fait de faire avant tout confiance à sa pensée intuitive plutôt qu'à ce qu'on appelle la pensée analytique, hein, sans rentrer dans les détails des mécanismes cognitifs qu'il y a là derrière. C'est un facteur d'adhésion aux informations fausses. C'est un facteur de crédulité, pour le dire autrement. Et l'esprit critique, c'est cette capacité à évaluer la qualité d'une information. C'est la capacité à être analytique dans sa confrontation à l'information. Et ça peut s'apprendre. Et on pense que c'est le moyen le moins liberticide de parer ou d'armer les citoyens contre la désinformation. C'est critique, c'est un terme qu'on n'aime pas du tout dans la recherche parce il est aujourd'hui très dévoyé. Je préfère parler d'esprit d'analyse.
qui s'apprend en réalité. C'est simplement apprendre le fonctionnement de son esprit, savoir quels sont les biais auxquels notre esprit peuvent enfin, les biais qui peuplent notre esprit, les biais cognitifs, et qui peuvent nous amener dans un très grand nombre de cas à nous tromper sur l'évaluation de certains types d'informations. Et on peut apprendre le fonctionnement de son propre esprit et on peut surtout aussi apprendre à qui on peut déléguer sa confiance ou non, et dès lors être moins susceptible d'être trompé face à de l'information. Voilà, maintenant, je vais mettre un peu tout ça en perspective avec les questions vaccinales elles-mêmes. Donc, j'ai vu passer, je crois, cette carte un peu plus tôt dans une présentation avant la mienne, qui montre un peu la situation en France en 2018. Donc là, on est pré-Covid, évidemment, et on voit que plus c'est bleu foncé, plus euh, l'impression que le vaccin est sûr, enfin, que les vaccins sont sûrs en général, est faible. Et on voit que la France est championne du monde, malheureusement, ou parmi les premiers pays à être les moins confiants. La population est la moins confiante dans les vaccins dans le monde, ce qui est un paradoxe historique, on peut le souligner. Donc, ce paradoxe et cette question de l'hésitation vaccinale en France est particulièrement posée dans notre pays en réalité parce qu'elle est particulièrement forte. Alors, l'histoire de l'attitude vaccinale en France, en réalité, jusqu'en 2009 à peu près, tout va bien en quelque sorte. La population est très confiante dans les vaccins. Il y a eu quelques controverses vaccinales publiques dès le milieu des années 90, mais c'est à partir de 2009 que les choses changent assez radicalement avec l'affaire de la grippe A H1N1, évidemment, qui a suscité toutes sortes de controverses. Et là, on constate un décrochage assez marqué dans la confiance des Français à l'égard des vaccins. Et depuis lors, depuis 2009, les vaccins ont fait l'actualité de façon quasi continue, hein, et les controverses se sont multipliées pour finir par les controverses autour du vaccin Covid-19. C'est ce qu'on voit dans ce graphique, hein, le décrochage de confiance à partir de 2009-2010. Mais bon, il faut que j'avance un peu. Un point très très important que souligne la recherche sur l'hésitation vaccinale en France, c'est qu'il faut être un peu attentif aux termes qu'on utilise. Souvent, on parle dans les médias notamment d'anti-vax. Anti-vax, pourquoi? Parce que c'est un terme court qui prend pas trop de place dans un titre de journal. Donc ça marche bien et c'est plutôt rigolo comme terme, voilà. Mais en réalité, il faut distinguer, et on distingue dans la recherche entre les hésitants vaccinaux, entre l'hésitation vaccinale qui désigne des attitudes et des comportements de rejet ou d'hésitation face à certains vaccins en particulier ou face, par exemple, à certains adjuvants particuliers. Et l'antivaccinalisme, donc les antivax, qui désigne le rejet de toute forme de vaccination. Et l'antivaccinalisme, on va dire radical, hein, en tant que tel, c'est une attitude très minoritaire en France. C'est probablement moins de 5% de la population, en tout cas pré-période Covid. L'hésitation vaccinale, elle, est beaucoup plus répandue. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que d'après les études qu'on a sur cette question, les populations hésitantes et les populations anti-vax ne sont pas les mêmes. C'est pas la même sociologie, c'est pas les mêmes profils entre les deux. On a plutôt des hommes âgés, isolés, avec de faibles niveaux d'éducation et de revenus face à l'hésitation vaccinale. Et par contre, dans les antivax, on trouve plutôt des femmes d'âge intermédiaire avec des niveaux d'éducation et de revenus plus élevés que la moyenne. Donc, vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes sociologies. Et donc, si on ne fait pas cette distinction entre ces deux attitudes, on rate beaucoup de choses. En réalité, on rate tout parce qu'on va même potentiellement perdre des hésitants vaccinaux qu'on pourrait convaincre en les stigmatisant d'anti-vax. Et eux, ils vont dire, mais non, mais j'ai rien contre le vaccin en général, je me méfie de l'aluminium, par exemple, comme adjuvant. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et dans ce cas-là, on peut adresser un discours qui est très différent à quelqu'un qui est hésitant vaccinal que celui qu'on adresserait à un anti-vax. Évidemment, Internet et les réseaux sociaux, c'est aussi début des années 2010 que ça se popularise beaucoup dans notre pays. Et donc, c'est pas anodin que dans ces années-là aussi, la position anti-vax se développe et hésitante vaccinale. Euh, pour différentes raisons, mais je vais passer un peu là-dessus rapidement. Mais là, je vous mets juste un peu de littérature qui est pertinente sur le sujet, donc qui montre justement comment, en France notamment, les réseaux sociaux ont pu favoriser de façon massive
le développement d'attitudes anti-vaccins dans le pays. Un autre aspect très important, il ne faut pas uniquement focaliser sur les réseaux sociaux et leurs conséquences, c'est aussi la crise de confiance, ou crise de confiance, ça sous-entendrait que cette crise est récente, ou la confiance chroniquement faible dans les institutions politiques nationales en France. Là, je vous mets des chiffres qui montrent de manière intéressante, hein, ça c'est Sciences Po qui fait ça, c'est le CEVIPOF qui chaque année depuis longtemps, depuis 2009 en tout cas, suit la confiance déclarée des Français dans différentes institutions nationales. Et ce que l'on voit, c'est juste là-dessus que je voudrais attirer votre attention, c'est que plus on se trouve dans des institutions qui sont éloignées du citoyen, plus le taux de confiance est basse. Par exemple, le gouvernement se retrouvait en février 2021 à 35% de confiance, tandis que le conseil municipal se trouvait à lui à 64% de confiance au sein de la population. Donc on a ce phénomène de cercle concentrique. Plus l'institution est proche de vous, plus vous avez tendance à avoir confiance en elle, plus elle est éloignée, moins vous avez tendance à avoir confiance en elle. Et ça a des conséquences aussi euh, sur la vaccination. Nous avons besoin de faire confiance parce que nous sommes dans un état, en tant qu'être humain, de dépendance épistémique totale à l'égard des autres. Ce que je sais sur le monde, je le sais très, très peu, ou voire pas du tout, par mes propres sens et par moi-même. Ce que je sais sur le monde, je le sais par le témoignage d'autrui. Je sais que la Terre est ronde, je sais qu'il existe un continent qui s'appelle Amérique, etc., etc. Grâce au témoignage d'autrui, par moi-même, je ne le saurais pas. Et en réalité, on est obligé dès lors d'attribuer sa confiance à quelqu'un pour savoir quoi que ce soit sur le monde. Dès lors, si on ne fait pas confiance aux institutions politiques, et là je ne vous ai pas parlé des médias, mais c'est la même situation, hein, le niveau de défiance à l'égard des médias est au moins aussi élevé qu'à l'égard du gouvernement en France, euh, on va être tenté de rediriger sa confiance vers des sources vues comme plus proches de nous, hein, ce que je vous disais, on attribue sa confiance en cercle concentrique, et donc le médecin de famille pourrait sembler une source plus si vous voulez, plus digne de confiance pour les gens. Et donc, on pourrait s'appuyer davantage sur le médecin de famille pour promouvoir la vaccination que sur l'OMS, par exemple, qui est l'institution peut-être la plus éloignée de nous. Mais malheureusement, cette stratégie a une limite importante en France, très, très importante et un peu dramatique. C'est que parmi les médecins généralistes en France métropolitaine, hein, c'est une étude de 2015, un quart d'entre eux jugent que certains vaccins recommandés ne sont pas utiles. Un cinquième estime que l'on vaccine les enfants contre trop de maladies. Et un tiers des médecins généralistes en France métropolitaine pensent que les adjuvants causent des complications à long terme. Donc, avant de convaincre la population générale de la vaccination, il faut probablement essayer de convaincre les médecins généralistes. Et un dernier point que j'aimerais souligner ici, c'est que toujours pas trop focaliser non plus et voir tous les problèmes sur sur les réseaux sociaux et sur Internet. Euh, En France, on a un problème particulier qui explique probablement une partie de l'attitude d'hésitation vaccinale, et une partie non négligeable, c'est la popularité des médecines alternatives et complémentaires. Elles sont extrêmement populaires en France. Par exemple, 77% des Français disent avoir déjà pris de l'homéopathie, hein, c'est énorme. C'était en 2018, avant le déremboursement d'ailleurs. Il faudra voir si ça impacte ce genre de pratique. Or, il existe un lien, un lien marqué, je vais vous le montrer, entre intérêt pour les médecines alternatives et refus vaccinal. Donc, anti-vax, là, je ne parle pas de. Et refus effectif, hein, pas d'attitude. Ça, c'est une étude que j'ai conduite avec mes collègues. Alors, je ne sais pas si. Moi, j'ai une petite fenêtre là. Bon, je ne sais pas si vous la voyez, mais donc, dans cette étude, ce qu'on montre, là, je vous ai juste montré les corrélations, c'est pas très important, hein, mais évidemment, on est allé un peu plus loin dans l'analyse statistique que la simple corrélation, mais les corrélations sont parlantes. C'est que si l'on prend les départements français et qu'on leur attribue un indice d'intérêt pour les médecines alternatives, je ne peux pas vous détailler comment on a établi cet indice, mais il marche bien, et qu'on le corrèle avec le taux de couverture vaccinale pour les 11 vaccins devenus obligatoires. Donc, si on le fait avant le passage en obligation de ces vaccins-là, on voit des corrélations relativement marquées, même parfois fortes, entre la sensibilité et l'intérêt pour les médecines alternatives et des corrélations négatives avec le taux de vaccination effective dans ces départements-là. Si le petit point qui, pour chaque vaccin, vous interroge ici, si vous vous demandez ce que c'est la Creuse. Creuse, qui est un département tout à fait superbe parce que c'est un des départements où l'intérêt pour
les médecines, enfin, c'est le département où l'intérêt ou la sensibilité aux médecines alternatives est la plus élevée, c'est pas vraiment une surprise. Et pourtant, dans ce département, on trouve des taux vaccinaux élevés. Et c'est un outlier clair dans nos données. Pourquoi? Et ça, c'est très intéressant. C'est parce que précisément, l'ARS, dans la Creuse, a fait des efforts de communication monstrueux parce que c'était le département où le taux de vaccination était parmi les plus faibles de France pendant des années et des années. Et ce qu'on voit là, c'est que quand on fait des efforts de communication, on arrive à remonter le taux de couverture vaccinale de la population pour les vaccins qui sont aujourd'hui devenus obligatoires. Donc ça veut dire que la cause n'est pas perdue et qu'en communiquant et qu'en essayant de convaincre les gens, il est possible de faire quelque chose. Merci beaucoup, Monsieur Cordonnier, pour votre intervention tout à fait passionnante. On aurait eu envie encore de vous écouter. Monsieur Martin, on a un petit Pas peu longtemps. dépassé, on a essayé de tenir notre timing, il est 9h10. Allez-y, Monsieur Martin, il faut que ça soit court. Oui, mais juste, oui. Merci de la qualité de travail que vous venez de nous présenter. Et on se retrouve, en fait, par rapport aux interventions antérieures, sur la notion d'éducation, sur la notion de formation. Et je crois qu'on fait d'autant plus de déformation et de désinformation qu'on est mal informé. Donc, je crois que la qualité importante, la base importante dans ce monde, parce que finalement, vous dites que ça a commencé qu'en 2000, etc. Mais je peux vous dire que, vu mon grand âge, je peux vous parler de l'hésitation vaccinale vis-à-vis du VCG il y a 40 ans, où il y avait des débats. Alors le problème, c'est que ces débats n'étaient pas sur la place publique. La caractéristique aujourd'hui, c'est qu'il y a 40 ans, 50 ans ou 100 ans, quand des médecins ne s'entendaient pas, qu'ils n'étaient pas d'accord sur des théories, ils se prenaient le bec dans des réunions académiques, mais personne ne le savait. Ils écrivaient des articles. Aujourd'hui, le débat, tu n'es pas d'accord avec la majorité, eh bien, tu vas aller te lancer sur Internet, et c'est comme ça que les gens alimentent la désinformation, et souvent de la part des acteurs concernés. Donc, effectivement, il y a très peu de désinformation sur ce qui fait tout à fait consensus. Et puis, ce qui ne fait pas consensus, eh bien, c'est la porte ouverte, d'autant plus que l'on a accès à pouvoir dire son irritation, sa contestation. Mais en tout cas, merci. C'est tard, il faut qu'on vous laisse. Hein. Oui, mais merci beaucoup encore, Monsieur Cordonnier. On a sur le chat des remarques et des éloges sur votre présentation extrêmement passionnante qui nous a permis d'avoir une vision holistique de l'hésitation vaccinale et du mouvement anti-vax. Merci beaucoup. Merci à vous encore pour votre invitation. Voilà, on a ce chat, on n'a pas de questions précises, mais on a des éloges et des compliments sur votre intervention. Voilà, donc on a essayé de tenir notre timing. On était près de 100 professionnels de la santé connectés à ce webinaire qui est organisé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la Semaine européenne de vaccination. Je voulais remercier bien sûr tous les intervenants pour leur disponibilité et la richesse de leurs propos et qui nous ont permis d'échanger ce soir sur la vaccination. Vous remerciez tous. Vous êtes connectés. Remercier Christophe Julien à distance, Bruno Morel également qui nous a aidés. Et puis, écoutez, on